d'accueillir une figure à part du monde de la littérature et de la culture, Éric Nolot, écrivain, éditeur, critique littéraire et homme de télévision, connu pour son esprit acéré et son sens critique intransigeant. Éric Nolot, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, on ne vous présente plus, mais je vais vous présenter quand même en quelques mots pour le plaisir de vous présenter. Donc, vous êtes né en 1961 à Baden-Baden en Allemagne. Vous avez fondé en 1993 la maison d'édition L'Esprit des Péninsules, où vous avez publié de nombreux auteurs étrangers, notamment scandinaves. Vous avez également travaillé pour de nombreuses publications, aujourd'hui Transfuge, ou les pages culturelles de Marianne et du JDD. Quelques années plus tôt, c'est à la télévision, donc vous avez fait connaître du grand public, notamment dans l'émission de Laurent Gueuquier, On n'est pas couché. Vous êtes rentré en 2007 en tant que critique. Vos débats passionnés et vos joutes sportives y ont laissé une empreinte durable dans les esprits. Vous avez ensuite poursuivi votre carrière télévisuelle en animant des émissions, notamment sur C8, toujours avec ce regard acerbe sur l'actualité culturelle. Alors, vous êtes l'auteur de nombreux essais dans un précis de littérature du XXIe siècle, écrit avec votre acolyte Pierre Jourde, ou encore d'un polar dont l'intrigue se situe en Bulgarie, intitulé Ruse, paru chez Albin Michel en 2020, qui est au stand d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler de vos parutions les plus récentes, de pamphlets publiés aux éditions Léo Cher. Ils plongent dans un bain d'acide les nouvelles idéologies et les délires du moment, à travers deux figures de la gauche française qu'on pourrait dire dévoyée. Alors commençons par le dernier, celui que je trouve le plus savoureux, qui s'intitule « La République, c'était lui, grandeur et décadence du camarade Mélenchon ». Alors, pour commencer, comment vous expliquez le glissement idéologique de Jean-Luc Mélenchon d'une gauche républicaine et laïque à une gauche identitaire ? Avant de l'expliquer, je dois dire que j'étais placé aux premières loges pour assister à ce glissement, puisque la première scène du livre, c'est, je rappelle, un passage de Jean-Luc Mélenchon dans l'émission On n'est pas couché. Nous sommes en 2010. Il tient des propos extrêmement fermes d'un point de vue républicain. C'est pour ça que le titre de mon livre est à prendre au premier degré. La République, c'était lui. Ça a été la République, monsieur Mélenchon, ça ne l'est plus. Mais ce soir-là, ça l'était. Et notamment, il tenait sur l'islam politique, sur l'islamisme, des propos extrêmement durs, qui étaient même jugés choquants par certains, notamment sur le voile islamique. Il disait... le voile islamique, c'est un vêtement obscène, même s'il n'y avait qu'une seule femme, oui, dégradant, même s'il n'y avait qu'une seule femme voilée en France, ce serait encore trop, etc., etc. En France, on se regarde dans les yeux, on n'a pas besoin de se voiler le visage, etc., etc. Bon. Quelques temps plus tard, mais quand je dis quelques temps plus tard, c'est quelques années plus tard, il tient un discours rigoureusement inverse, à tel point qu'il est maintenant... le principal représentant en France de l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire de l'extrême gauche combinée à l'islamisme. Alors, ça c'est pour le glissement, vous m'en demandez la raison est très simple. Hein. La raison, c'est un calcul électoral qui a été fait par M. Coquerel, un de ses lieutenants, qui a dit un jour, il nous a manqué 400 000 voix la dernière fois pour accéder au second tour de la présidentielle, nous allons aller les chercher. Nous allons aller les chercher où ? Dans les quartiers où nous allons les trouver, c'est-à-dire dans les quartiers de banlieue islamisés. Donc maintenant, si vous voulez, Jean-Luc Mélenchon et ses amis ne font plus campagne, aujourd'hui c'est un jour d'élection, ils ne font plus campagne pour l'ensemble de la population française, mais ils s'adressent juste à une partie de la population française, c'est-à-dire l'extrême gauche et les islamistes. Si vous en vouliez une preuve définitive, vous voyez bien que la véritable tête de liste de la France insoumise n'est plus Manon Aubry, qui... a presque disparu des écrans, mais Rima Hassan, qui est une militante pro-palestinienne, ce qui est bien son droit, mais qui ne vous parle absolument pas de l'Europe, qui ne vous parle, c'est pourtant des élections européennes, je le rappelle, qui ne vous parle absolument pas de la France, qui vous parle d'une seule chose, ou plutôt de deux, Israël et Gaza. Donc en fait, la Palestine dont elle n'est pas issue par ailleurs. Non, pas par ailleurs, non. Elle a été présentée comme une Palestinienne. En fait, elle est syrienne. Ses parents n'ont pas fui la Nakba, enfin, etc. Enfin, tout ça est cousu de fil blanc. Mais enfin, peu importe, c'est même pas ça le problème. C'est qu'en réalité, la France insoumise est devenue un parti de l'étranger. C'est-à-dire qu'ils font campagne
sur d'autres pays que le nôtre. Ils s'en fichent de ce qui arrive à la France, ce que peut devenir la France. Ils s'en fichent de ce que peut devenir l'Europe. Ce qui les intéresse, c'est de faire avancer un agenda électoral pour 2027, de trouver à tout prix, mais quand je dis à tout prix, il faut prendre cette expression au pied de la lettre, trouver à tout prix ces 400 000 voix qui ont manqué. Et quand je dis à tout prix, c'est également au prix d'un antisémitisme de plus en plus ouvert et de plus en plus décontracté et de plus en plus honteux. Je ne vais même pas faire le catalogue, j'invite chacun à retrouver les déclarations des uns et des autres. Ça se finira très mal. Ça se finira par une forme de guerre civile. Moi, j'en fais le pari. Alors ça avait commencé avec le fait qu'il explique la défaite de Corbyn par l'intervention du lobby juif. C'est là où vraiment il l'avait fait à visage découvert. Mais vous citez son intervention à propos de Corbyn, où il dit, en effet, M. Corbyn a perdu parce que le lobby juif l'a empêché de gagner, mais on peut multiplier les exemples par dizaines. M. Mélenchon, à ma connaissance, est le seul homme politique qui a pratiqué en très très peu de temps 4 formes d'antisémitisme différents. L'antisémitisme islamiste, évidemment, le vieil antisémitisme catholique, il a même parlé des juifs comme le peuple déicide, on fait plus ça depuis 150 ans. De mon ami Éric Zemmour, il a dit Zemmour est contre la créolisation, c'est pas étonnant, les juifs refusent de s'assimiler. Ça, c'est le discours de Drummond au 19e siècle, plus le vieil antisémitisme d'extrême gauche, les juifs c'est la banque, les juifs c'est l'argent, etc. Et si tout cela ne suffisait pas, il y a une déclaration de Jean-Luc Mélenchon qui est stupéfiante quand il a dit, mais vous verrez, en parlant de la dernière élection, vous verrez qu'à quelques jours de l'élection, il y aura à nouveau un drame, oui, comme les assassinats perpétrés par Mohamed Merah. Comme si vous voulez, c'était pas un acte antisémite, mais en réalité, c'est quelque chose qui avait été organisé pour pour fausser les élections. Il est dans un antisémitisme en roue libre, plus... on m'entend toujours là? Parce que là, sans l'écho, c'est beaucoup plus agréable en fait. Et il est en plus dans la théorie du complot. Non, on a affaire à la dérive d'un homme, dérive politique, dérive un peu psychiatrique aussi à mon sens. Je trouve très très inquiétant que ça soit lui le principal représentant de la gauche. Et on l'a vu éructer devant sa porte, devant le juge. Alors, le fait de soutenir des islamistes, de manifester avec eux, est-ce que ça lui apporte vraiment un électorat durable, finalement? Alors, c'est le pari. Le pari ne sera peut-être pas gagné. Mais en tout cas... Qui vote. Oui, c'est ça le problème. C'est que c'est un électorat qui ne se mobilise pas beaucoup. Donc, que faut-il faire? Il faut y aller de plus en plus fort. Il faut appuyer de plus en plus fort sur la même touche. Monsieur Mélenchon, c'est un pianiste, mais qui ne joue que d'une touche. L'antisémitisme, alors il appuie de plus en plus fort. Rima Hassan, c'est déjà encore plus fort. Et pour la prochaine fois, vous verrez que ce sera encore plus fort. On va entendre des choses qui vont nous surprendre. Surtout dans un pays comme la France, où on pensait quand même que l'antisémitisme était quand même une affaire du passé. On pensait aussi que les massacres, le pogrom du 7 octobre, servirait quand même de leçon, inviterait certains à modérer leurs propos. C'est le contraire qui s'est passé. Ça a encore plus libéré l'antisémitisme. C'est un jeu très dangereux. Surtout que M. Mélenchon, à mon avis, fait le même calcul erroné que les anciens communistes d'Iran. Vous savez, les anciens communistes d'Iran, ils se sont dit on va s'allier avec les islamistes pour se débarrasser du Shah, et ensuite nous nous débarrasserons des barbus pour arriver au pouvoir. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et maintenant, on vient se recueillir sur la tombe des communistes d'Iran parce que les barbus les ont éliminés. C'est ce qui se passera ici aussi. C'est que quand les islamistes se seront servis de la France insoumise pour arriver où ils veulent arriver, eh bien, ils se débarrasseront de tout ce qu'ils appellent des idiots utiles. Et M. Mélenchon et ses amis sont les idiots utiles de l'islamisme, malheureusement. Oui, alors je crois qu'il a eu dernièrement une prise de choix, un soutien de choix qui est l'essayiste antisémite Alain Soral. Vous savez, c'est pas un hasard. Hein. Il y a pas seulement Alain Soral, il y a un torchon, c'est même pas un journal, un torchon qui s'appelle Rivarol, qui a fait sa couverture sur Jean-Luc Mélenchon en disant en fait Jean-Luc Mélenchon c'est le Jean-Marie Le Pen d'aujourd'hui, il est persécuté par la doxa, par l'intelligentsia, par l'establishment, c'est les mots qu'aimait bien Jean-Marie Le Pen. Donc en réalité Rivarol qui est même pas à l'extrême droite, hein, c'est une extrême droite. Alors évidemment ça ne représente pas énormément de choses non plus, il ne faut pas exagérer, hein, ils ne vendent pas des millions d'exemplaires, c'est pas Le Monde, c'est même pas Libé, bon. Mais quand même,
Ce groupuscule d'extrême droite, dans l'antisémitisme forcené, reconnaît en Jean-Luc Mélenchon son candidat et le représentant de ses valeurs. Ça dit quand même quelque chose. Alors, pour revenir à un cas qui vous est arrivé, je crois qu'il a demandé votre annulation sur un plateau télé en tant qu'animateur, en tant que chroniqueur. Ah oui, M. Mélenchon est un grand démocrate. Donc, pour participer à une émission, il pose une seule condition, c'est que je sois viré du plateau. Ça a été le cas. J'ai été viré du plateau, donc il a accepté à ce prix-là de participer à l'émission. Mais nous nous sommes quand même vus après l'émission, en dehors des caméras, ça ne s'est pas très bien passé. Vous avez dit vive la démocratie. Oui, je l'ai croisé et je lui ai dit bonsoir Monsieur Mélenchon, bonsoir. Je lui ai dit surtout vive la démocratie et le débat et la liberté d'expression. Et il est venu vers moi dans l'intention, je l'ai interprété comme tel, de s'en prendre physiquement à moi. Et comme je me suis un peu rebiffé, il est parti en courant. Il était derrière une table, donc moi j'ai fait le tour de la table. Et comme souvent les gens tyranniques sont pas très courageux physiquement, il est parti en courant. Enfin, ça en dit long quand même. Vous savez, ce sont quand même des gens qui sont des admirateurs de Robespierre et de Lénine. Donc, des admirateurs d'un adorateur de la guillotine et du créateur du goulag. Je trouve que c'est intéressant d'un point de vue imaginaire. Mais alors, est-ce que vous pouvez revenir sur un peu sa carrière, donc avant de créer la France Insoumise? C'est quelque chose dont il ne parle pas beaucoup. Vous parlez de notables politiques. Ah ben, Monsieur Mélenchon, en année de mandat cumulé, il doit en être à plus de 50. Donc c'est un révolutionnaire en chaussons quand même, il faut bien le dire. Et puis surtout, vous me parliez aussi des raisons, vous m'interrogiez sur les raisons de son glissement. Un jour, Monsieur Mélenchon a compris que s'il restait au Parti Socialiste, il serait le numéro 30, en fait, ou 40. Le poste le plus haut qu'il ait occupé, c'est un poste de ministre délégué à l'enseignement professionnel. C'était un poste tellement prestigieux qu'il a été supprimé après lui. C'est pour vous dire comment on en avait besoin. Donc il a fondé un autre parti, le parti de gauche, où là, voilà. Et là, maintenant, il a encore perfectionné la chose parce que le fait n'est peut-être pas connu de tous, mais il se trouve que la France Insoumise a beaucoup de militants, mais aucun adhérent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun vote. C'est-à-dire que c'est M. Mélenchon et sa petite cour, sa compagne, Sophia Chikirou, Coquerel, Mathilde Panot, qui décident de tout. Il n'y a pas de vote. Donc en fait, quand on me demande, mais vous croyez qu'il sera candidat en 2027 ? Je dis non seulement, je le crois, j'en suis sûr, mais c'est lui qui le décidera. S'il arrive un jour dans son bureau... Il dit non, pour l'instant. Non, mais moi je fiche mon billet qu'il ira. Et de toute façon, vous avez vu qu'il a déjà changé de langage par rapport à la dernière élection présidentielle où après l'élection, il disait mais faites mieux, on avait l'impression qu'il prenait sa retraite. Je trouve que c'est un retraité très actif, moi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ça se passera de la manière suivante, il viendra au bureau, il n'y aura pas de vote interne, il n'y aura pas de débat, il dira je suis candidat en 2027 et la France Insoumise s'alignera comme un seul homme derrière lui. Oui, alors, concernant les calculs électoraux de LFI, vous parlez d'une volonté de leur part de remplacer l'électorat de la gauche, le remplacement du prolétariat, habituellement électeur de la gauche, par celui des populations issues des minorités. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est un think tank, comme on dit, un cercle de réflexion socialiste, qui s'appelle Terra Nova, qui existe toujours, et qui en 2011 a publié une note qui a fait beaucoup de bruit, qui, la note disait, mais explicitement, c'est pas moi qui glose ou qui interprète, c'était marqué noir sur blanc, qui dit l'électorat traditionnel de la gauche ne vote plus pour la gauche, c'est-à-dire le prolétariat, les classes populaires, ces gens-là votent mal. Ça veut dire quoi? Ils votent mal, ils votent à l'extrême droite. Donc il faut changer d'électorat. Nous laissons tomber les ouvriers, nous laissons tomber le prolétariat, nous les remplaçons par les populations issues de l'immigration, plus les minorités sexuelles, plus les milieux progressistes, alors on ne disait pas encore wokistes, mais ça revient à peu près à ça, ou en tout cas féministes, néo-féministes. Donc en fait, on change d'électorat, et évidemment, vous ne parlez pas à ce nouvel électorat comme vous parliez à l'ancien. Il ne faut pas lui parler pouvoir d'achat, chômage, ils n'en ont rien à faire.
Vous leur parlez islamisme, vous leur parlez nouveau droit, vous dites du social par le sociétal. Exactement. Au lieu de dire il faut augmenter le SMIC, eh bien vous militez pour le changement de sexe. La question du genre devient quelque chose de beaucoup plus présent que la question des salaires ou la question de la répartition voilà, des fruits du travail. Donc c'est un discours complètement opposé et en effet, quand soit vous faites des sondages, soit vous interrogez les gens les jours de vote, l'électorat ouvrier vote majoritairement pour le Rassemblement national et plus du tout pour la gauche et l'extrême gauche. Donc en fait, le grand remplacement a marché. Alors maintenant, le pari, c'est de trouver autant d'électeurs parmi ce nouvel électorat qu'ils en avaient parmi l'ancien. Ça, c'est pas encore gagné puisque ça n'a pas marché la dernière fois. Ça peut marcher la prochaine fois, à ceci près que M. Mélenchon, je ne pense pas qu'il veuille arriver au pouvoir. C'est quoi son projet politique alors Le projet politique, c'est d'arriver au second tour contre Marine Le Pen. Dans ce cas-là, Marine Le Pen est élue. Et à ce moment-là, pendant 5 ans, il peut jouer son grand fantasme, qui est celui de ses amis, la révolution. Donc ce sera la révolution jour et nuit dans la rue, l'insurrection, enfin c'est déjà commencé, hein. Dès qu'il y a des manifs de LFI, vous avez des black blocs, vous avez des violences, voilà. Mais là ce sera pendant 5 ans, on va passer du stade artisanal au stade industriel, et ces gens-là sont des fantasmes sur la révolution. Leur grande référence, c'est la révolution de 1789, la Commune, la révolution russe. Ils veulent rejouer ça, ils veulent entrer dans l'histoire. La conquête du pouvoir par les urnes, ce n'est pas leur truc, ce n'est pas ce qu'a fait Robespierre, ce n'est pas ce que voulait faire la Commune, et c'est certainement pas ce qu'a fait Lénine. Donc c'est ça leur modèle. Donc ils veulent s'inspirer à la fois de leur expérience historique et de leur méthode. Vous parlez de l'usage de la violence légitime, mais il y a aussi cette fascination pour les bandits, pour les hors-la-loi, pour les terroristes aussi également. Ah, mais ce sont des gens qui sont... Au moins de la fascination, au mieux. Oui, ils sont fascinés par la violence, mais toute forme de violence. La violence politique, on vient d'en dire un mot, mais ils sont fascinés par les voyous, les délinquants. Par exemple, il est quand même... Nectar, par exemple. Mais de toute façon, c'est une vieille tradition de gauche. Je me souviens, j'étais beaucoup plus jeune, mais le soutien qu'a porté la gauche à un terroriste notoire comme Cesare Battisti, qui était un tueur de sang-froid. Mais l'extrême gauche, vous expliquez, mais pas du tout. C'est un militant politique qui abattait les gens de sang-froid, des commerçants. Les commerçants, ils entraient dans la boutique, ils les tuaient au nom de l'exemple. Bon. Et là, regardez ce qui s'est passé. C'est quand même inouï que toute une partie de la gauche soutienne Adama Traoré à titre posthume, ou toute la famille Traoré, dont les 2/3 ont un casier judiciaire, Ce sont des gens qui sont fascinés par les voyous, fascinés par la délinquance, fascinés par l'illégalité et fascinés par la violence sous toutes les formes. En fait, c'est très étrange parce que, ou alors c'est cohérent, je ne sais pas s'il faut dire étrange ou cohérent, mais là aussi, il tourne le dos à la gauche parce que qui sont les premières victimes de la violence? Ce sont les gens les plus pauvres. Moi, c'est pas chez moi, vous comprenez, que des dealers me donnent ou pas l'autorisation de rentrer chez moi. C'est dans les cités. Dans les cités, vous avez des dealers dans le hall. Quand vous habitez l'immeuble, ils vous disent où vous allez. Alors vous dites, je vais voir un ami au 5e étage. Non, vous n'entrez pas. Ça se passe dans les cités HLM. C'est pas moi qui vais prendre une balle perdue dans un règlement entre bandes rivales. C'est arrivé à Marseille. Une gamine qui faisait ses devoirs, elle prend une balle. Donc en fait, au lieu de protéger ces gens-là, ils s'allient avec leurs bourreaux. Ils ont une indulgence aussi pour tous les trafiquants de drogue. Il y a quand même un député LFI, M. Boyard, qui quand même se vante d'avoir été un ancien dealer quand même. C'est étonnant quand même. Je n'ai jamais entendu quelqu'un se vanter en étant député, c'est-à-dire chargé de définir les lois, se vanter d'être un hors-la-loi. C'est quand même un peu étrange. Donc tout ce mélange-là d'extrême gauchisme et de violence politique donnera des choses extrêmement fâcheuses dans notre pays si nous ne le combattons pas immédiatement. Donc oui, on voit des volte-face qui n'ont aucun rapport avec de réelles convictions politiques. Donc on voit un cynisme politique complet. Alors, on va passer à un autre cas d'école de la gauche d'aujourd'hui, qui est celui de Sandrine Rousseau, écologiste et néo-féministe d'Europe et l'écologie Les Verts. Et à travers de Sandrine Rousseau, dans La faute à Rousseau, voici, vous parlez d'un phénomène plus large, la cancel culture. Qu'elle pratique donc vraiment avec maestria. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous pouvez présenter Sandrine Rousseau, s'il vous plaît. Sandrine Rousseau, c'est un mélange d'écologisme et de néo-féminisme. En réalité, on peut
résumer ça sous le mot de wokisme. Et comme elle est alliée intellectuellement avec Jean-Luc Mélenchon, qui lui représente l'islamo-gauchisme, en réalité, le wokisme et l'islamo-gauchisme sont les deux pensées contemporaines les plus élaborées qui ont pour but, en fait, la destruction. La destruction de la gauche, ça s'est fait, la destruction de notre pays et la destruction de notre civilisation. Bon. Donc, Sandrine Rousseau, pour mettre à bien ce projet, pour le mener à bien, pratique en effet ce qu'on appelle la cancel culture. Alors, la cancel culture, ça veut dire, cancel, c'est annuler. Donc en fait, ça prend beaucoup de formes. Moi, celle qui me tient le plus à cœur, je la donne parce qu'on n'a pas le temps quand même de donner 10 000 exemples, mais c'est la cancel culture appliquée à la littérature. Alors, vous censurez les textes du présent, c'est-à-dire maintenant, dans les maisons d'édition, il y a ce qu'on appelle les sensitivity readers, qui vérifient dans les manuscrits s'il n'y a pas quelque chose qui peut choquer quelqu'un. Le problème, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui peut choquer quelqu'un. Donc, en fait, on arrive à des textes édulcorés. Ça, c'est pour les textes du présent. Et on réécrit les textes du passé aussi. C'est-à-dire qu'on les censure, on remplace des mots par un autre. par exemple. Ah bah, Agatha Christie, évidemment, le titre Les 10 petits nègres a été changé. Il y a un cas que j'aime beaucoup, c'est dans un roman. Il était question d'un héros qui avait un frère et une sœur, et ça a été remplacé par... il y avait 2 autres membres dans sa fratrie. Pourquoi? Parce que si vous dites un frère et une sœur, c'est vous leur assigner une identité sexuelle. Donc c'est pas bien, c'est une forme de violence. Vous dites, d'un côté il y a un homme, de l'autre côté il y a une femme. Or, vous ne savez pas s'ils se définissent comme tels. Bon, vous voyez, on arrive à un point de délire idéologique. Sandrine Rousseau est un cas de délire idéologique, et ça va même très loin parce que elle se présente comme féministe, et elle a, selon moi, prononcé la phrase la plus antiféministe de toute l'histoire. Elle a dit « Moi, je préfère les jeteuses de sorts aux ingénieurs EPR ». Ça, moi, ça me fascine comme phrase. C'est-à-dire qu'elle préfère les sorcières aux scientifiques. D'un point de vue féministe, c'est intéressant. C'est-à-dire que si elle se retrouvait devant la réincarnation de Marie Curie, elle lui dirait « Mais Madame Curie, vous êtes complètement trompée. Vous avez passé votre vie dans votre laboratoire, mais c'est pas ça du tout. Moi, je préfère les jeteuses de sorts, les sorcières. Sortez de votre laboratoire, Marie Curie, arrêtez d'aller gagner des prix Nobel et dansez dans la forêt nue les jours de sabbat avec vos copines. Touillez des filtres dans votre arrière-cuisine. » On en est à ce point de délire. Ce qui est étonnant, c'est que c'est pas la première fois qu'on a affaire à des gens délirants, mais que des gens la prennent au sérieux, ça me laisse toujours rêveur. Alors, on parlait de science, d'écosystème. Quel est le rapport entre Sandrine Rousseau et l'écologie? Je pense que l'écologie, c'est le cheval de Troie de Sandrine Rousseau pour essayer d'arriver au pouvoir. Bon, ça lui réussit moyennement. Elle a quand même réussi à être députée. Bon, elle s'est fait domicilier dans une fausse déclaration de domiciliation, mais peu importe. Bon, elle a réussi, mais enfin, sinon, elle se fait battre un peu partout. Elle a gagné une seule fois, c'est dans une circonscription où elle était la seule candidate de la gauche. Enfin, c'était bien dégagé. Mais en revanche, je pense qu'elle s'en fout un peu de l'écologie. Elle veut faire avancer un agenda wokiste, c'est-à-dire une forme de terrorisme idéologique selon lequel un être monstrueux, horrible, qu'il faut absolument éradiquer de partout, c'est l'homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans. Bon, moi, il se trouve que je corresponds aux 4 catégories, donc je suis très inquiet pour mon avenir. Aussi, Pardon ? Julien Bayou. Donc oui, voilà, elle a éliminé Julien Bayou aussi, avec des fausses accusations de violence féministe. Oui, mais tout ça est instrumentalisé. Et s'il y a des représentants de cette catégorie ici ou là, des hommes blancs hétérosexuels de plus de 50 ans, faites-vous du souci, car l'avenir, selon Sandrine Rousseau, n'est pas à eux. Non, mais là, on en plaisante, mais ça prend des formes très agressives. Vous avez cité Julien Bayou, ça prend quand même le fait de procès en sorcellerie incessant ou un mot de travers, eh bien vous êtes cancellé, pour reprendre ce néologisme, cet anglicisme, plutôt, vous disparaissez. Monsieur Julien Bayou, ça y est, il a disparu, il est sur orbite, on ne le reverra plus jamais. Regardez, moi c'est pas des gens que je défends, mais vous prenez des cas comme Depardieu ou d'autres, la simple mise en accusation vaut condamnation. Moi je ne me prononce pas sur le fond. Simplement, je vois qu'il n'y a même plus de procès, il n'y a même plus d'instruction à charge ou à décharge, votre nom paraît, c'est fini. Vous disparaissez et vous ne revenez jamais. Alors, pour terminer, Éric Nolot, on va parler un peu
de vous, pour votre non-adhésion finalement aux nouvelles idéologies de la gauche woke. Vous êtes souvent, pour certains de vos amitiés aussi, vous êtes souvent taxé d'être d'extrême droite. Vous qui venez de la gauche, donc ça vous fait quoi au fond ça? Ben, qu'on me qualifie d'homme d'extrême droite, ça me flatte énormément pour une raison simple, c'est que tous les gens de gauche qui ont défendu la gauche se sont fait traiter de fascistes ou de gens d'extrême droite. Je ne me compare pas à eux, évidemment, mais parmi ces gens de la gauche authentique, desquels je me sens très proche et qui ont été traités de fascistes, il y a des gens comme Camus, c'est pas rien, pas Camus. Il y a des... Relisez ce que disaient Sartre et ses amis sur Camus. Orwell, Simon Less et mon ami Michel Onfray. Voilà, tous des représentants de la gauche authentique, tous traités de gars d'extrême droite et de fascistes. Par quoi? Par cette gauche. Et observez que les gens qui ont combattu Camus, les gens qui ont combattu Orwell, les gens qui ont combattu Simon Less ont tous perdu. Ceux qui ont gagné, c'est les dissidents soviétiques, les dissidents chinois, tout cela. Et Camus, regardez comme la postérité rend justice à Camus et met quand même Sartre dans l'ombre. L'avenir est à nous, je pense que l'avenir est à la gauche authentique. Simplement, je vous confirme que ce n'est pas tous les jours marrant d'être attaqué en permanence. Sur les réseaux sociaux, c'est absolument un déchaînement de violence et de haine, mais inouï, d'être soumis à ce régime toute la journée. C'est pas très marrant, ça c'est vrai. Répondez-vous souvent? Moi je réponds parce que je me laisse pas faire, j'ai un tempérament un peu offensif, mais je sais que l'avenir est à nous, que en se battant, comme ici aujourd'hui, en faisant ces livres, en s'exprimant ici ou là, on ne se laisse pas faire, on contre-attaque, et un jour, comme pour les grands noms que je vous ai cités, l'histoire nous rendra justice. Pour le moment, c'est pas le moment le plus facile à vivre, ça c'est vrai. En tout cas, voilà, une toute dernière chose encore, c'est votre retour finalement à la critique. Enfin, vous écrivez de plus en plus de critiques depuis quelque temps. Pourquoi ce retour? Qu'est-ce que c'est un besoin expliqué? Moi, j'ai toujours fait énormément de critiques littéraires. J'ai publié. La partie de découvreur aussi que. Oui, vous j'aime avez, beaucoup. D'abord parce que j'aime bien. En fait, j'ai la réputation d'un critique à la dent dure, mais en fait, je passe 90% de mes articles à dire mon admiration pour tel ou tel livre. Donc, c'est un faux procès qu'on me fait. J'aime bien découvrir. Et puis, ne croyez pas que je veuille cracher dans la soupe, mais je fais partie de ces gens qui, très sincèrement, hein, c'est pas une pause, mais savent au fond d'eux qu'avoir écrit une page de Proust, ce sera toujours supérieur à avoir fait 10 000 heures de télévision. Voilà. Je crache pas sur la télévision, c'est un de mes métiers, ça m'a permis beaucoup de choses, ça m'a apporté beaucoup de choses, mais simplement une page de Proust, de Flaubert, de mon cher ami Paul Gaden, de Varlam Chalamov, tout ça, c'est comparé à la télévision, c'est tout. Et la télévision, dans ce cas-là, c'est pas grand-chose. Donc je reviens en fait à ce que je juge essentiel, à ce que je juge important. Je le fais dans le JDD chaque semaine, je le fais dans Transfuge chaque mois, je le fais quand on me demande, telle ou telle revue me le demande, je le fais d'ailleurs tout à fait bénévolement et gracieusement pour des tas de revues amateurs. J'aime beaucoup faire partager mon admiration. Je trouve ça très émouvant, la confiance qu'on fait à un critique. Vous lisez une critique et vous dites tiens, j'ai envie de lire ce livre, vous achetez ce livre. Ensuite, ce livre termine dans votre bibliothèque. Moi, je trouve ça émouvant, voilà. Donc, je fais ça depuis 40 ou 50 ans. Et vous le faites vraiment drôlement bien. Mais merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Eric Nolot. Merci à vous. Merci à vous pour votre attention. Et vous pouvez retrouver donc Eric Nolot pour une signature par la suite.